Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Voix de l'économie, le rendez-vous pour comprendre l'économie et construire l'avenir. Celui qui est l'invité de cette nouvelle édition a traversé l'Atlantique pour revenir enfin et ensuite construire le Cameroun. Directeur général adjoint de Stratex, il est également administrateur général, administrateur d'une entreprise de microfinance et membre aujourd'hui de l'association de projets de management du Cameroun. Carlos Dimeli, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié et de nous accorder ce privilège d'être la voix de l'économie de cette édition. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille de la fête de l'Ascension. Comment était votre journée? Était-ce en mode chrétien ou était-ce en mode chef d'entreprise qui continue à être saturé par ses activités? Je dirais les deux. Je suis chrétien, catholique, donc je reconnais la particularité de cette journée et en même temps, j'étais aussi en mode travail parce que je suis dans le monde industriel et en industrie, on ne s'arrête pas. On produit 24 heures sur 24, donc il faut toujours être à l'écoute pour savoir s'il y a un bobo, s'il y a un souci. Parce que l'usine, elle ne s'arrête pas, elle continue. Donc, à l'heure où nous parlons, il y a des ouvriers qui sont en train de travailler. Rassurez-vous, en termes de droit du travail, vous reconnaissez quand même les fériés et les chômés payés chez vous. Vous n'êtes pas un tortionnaire comme les Chinois qu'on a vus récemment. Bien sûr. Oui, on reconnaît le droit de travail. Le droit de travail l'autorise. Le Code du travail permet aux entreprises industrielles de travailler les jours fériés, moyennant une rémunération, bien sûr, des employés qui travaillent ce jour férié. Pour commencer, Carlos Ndjemeli, présentez-vous un peu en quelques mots à ceux qui ne vous connaissent pas encore, au-delà des titres et des fonctions, qui est Carlos Ndjemeli. Alors, je suis Carlos Ndjemeli, comme vous l'avez dit. J'ai 42 ans. Je suis né de parents entrepreneurs à Yaoundé. Et voilà, j'ai fait mes études à l'internat. J'ai fait le collège Sacré-Cœur de Macaque pendant tout mon secondaire et à l'issue de mon baccalauréat, mes parents ont décidé de m'envoyer au Canada pour poursuivre les études. Donc, justement, parlez-nous de ce passage au Canada. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté d'être Canadien, de faire ses études à l'étranger après un séjour à l'internat au Cameroun? Alors, j'y allais comme étudiant. Donc, j'ai fait mes études. J'ai fait le baccalauréat, c'est l'équivalent de la licence ici. Dans le système anglo-saxon, on parle de bachelor. Et comme j'étais dans la partie francophone du Canada, on dit le baccalauréat. Donc, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires, un MBA, comme on appelle ça. Carlos, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Parce que les filières, on ne choisit pas les filières au hasard. Parfois, on choisit une filière académique professionnelle par passion. D'autres le font par calcul, d'autres le font par analyse de la situation de l'emploi, du secteur de l'emploi. Qu'est-ce qui a été le déclencheur du choix de faire dans l'administration des affaires? Je vous ai dit que je suis né d'une famille d'entrepreneurs. Donc, il allait de soi, en fait, que je poursuive des études dans le domaine de la gestion. C'est ça qui a motivé le choix de ma filière à l'école. Donc, j'ai fait la gestion, je n'ai fait que de la gestion dans mon cursus scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que cette expérience canadienne vous a apporté comme leçon, enseignement en particulier? Déjà, le Canada, il faut le dire, hein, c'est un pays où il fait froid. J'ai découvert l'hiver, la neige. C'est un pays c'est un pays d'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, vous n'avez que deux pays, le Canada et les États-Unis. Donc, c'est un pays avec une particularité. Ils ont une façon de penser. Et moi, j'y étais comme étudiant. Après les études, j'ai travaillé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai travaillé. Parce que c'est un pays où on paye à l'heure. Vous êtes payé à l'heure. Donc, quand on dit vous êtes payé $10 de l'heure, ça veut dire que à la fin de la semaine,
on multiplie vos nombres d'heures travaillées, on multiplie par $10 et on vous paye. Et je peux vous garantir que ça change tout. Quand quelqu'un est payé de l'heure, dans un système où on est payé de l'heure et un système où on est payé au mois, c'est pas pareil. Parce qu'à la fin de la journée, vous sentez que vous avez travaillé. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez donné des heures à votre employeur. Comparativement au système camerounais où on est payé à la fin du mois, c'est pas pareil. Et au Canada, on paye toutes les 2 semaines. Donc, au bout de 2 semaines, tu as ton chèque de paye. Et vraiment, c'est le nombre d'heures travaillées multiplié par ton salaire, ton taux horaire. Et donc, vous êtes un jeune Camerounais, vous vous retrouvez donc à travailler chez Enterprise Holding au Canada. Enterprise Holding. Exactement. En quoi consistaient exactement vos tâches? Alors, Enterprise Holding, c'est une compagnie de location de véhicules. C'est la première compagnie au monde ou en Amérique du Nord, si vous voulez, de location de véhicules. Ils sont présents au Canada, aux États-Unis. C'est des centaines de succursales. Donc, moi, j'étais dans la succursale de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la ville dans laquelle j'ai fait une partie de mes études. Donc, après les études, j'ai postulé pour un poste là-bas. Et j'ai obtenu le poste et j'y travaillais comme apprenti gestionnaire. Donc, j'étais dans le cursus pour pouvoir être directeur de succursale. Parce qu'en fait, quand vous y entrez, vous entrez dans un cursus, vous êtes formé au début et vous avez pour mission de devenir un jour directeur général. Si vous n'avez pas cette ambition, vous quittez la boîte. Donc, vous commencez par être apprenti, vous êtes adjoint directeur d'une succursale. Et plus vous évoluez dans la boîte, plus vous gérez des succursales. Quand on parle de succursales, c'est des agences. Et plus une agence, c'est la différence, c'est vraiment le nombre de véhicules. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? On louait des véhicules. Et plus l'agence est grande, ça veut dire qu'il y a un plus grand nombre de véhicules. Donc, vous êtes appelé à gérer des petites agences, après des grandes agences, après quitter de l'opérationnel et aller dans la gestion, vous devenez area manager. Area manager, ça veut dire que vous avez en votre charge plusieurs agences ou plusieurs succursales. Et plus vous montez dans la boîte, vous pouvez devenir directeur région et puis après, pourquoi ne pas devenir le directeur général de l'entreprise? L'entreprise avait son siège aux États-Unis. Donc, c'est le profil de tout le monde qui entre dans cette boîte. Alors, avec tout cet horizon, quand même, vous décidez, après cette aventure chez Enterprise Holding, de revenir au Cameroun. Oui. Pour rejoindre Stratex, une entreprise familiale. Oui. Comment s'est passée l'intégration? L'intégration au Cameroun? Oui. Ah, c'était pas facile. Bon, déjà... Alors que vous étiez fils à papa avec une voie déjà tracée, on peut dire. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'allais pas au Canada pour rester. Ma mission était claire, j'allais au Canada pour faire mes études et rentrer. Et je n'ai jamais eu l'intention d'y rester. J'ai étudié, après j'ai travaillé et je suis rentré. J'ai eu un poste de cadre dans l'entreprise Stratex et je n'ai pas hésité et je suis rentré. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, ça fait 14 ans aujourd'hui. Vous êtes directeur général adjoint à moins de 40 ans. On a envie de dire un fils à papa qui avait déjà une porte ouverte et un fauteuil qui l'attendait. Non, je pense pas. Je suis rentré, je ne suis pas rentré comme directeur, dans la boîte comme directeur général. Je suis rentré comme cadre. Pendant 5 ans, j'ai occupé un poste de chef de division avant d'être promu comme directeur général adjoint. Donc, je ne rentrais pas pour gérer une entreprise. Je rentrais pour commencer en bas. Et je peux vous dire que je suis un homme de terrain parce qu'aujourd'hui, je peux vous parler de la plasturgie comme si j'avais fait l'étude de plasturgie, mais je n'ai pas fait des études en plasturgie. Mais Carlos, de vous avoir, vous rentrez directement, vous êtes chef de division, vous aurez pu commencer manœuvre pour connaître, maîtriser tout le circuit. Mais attention. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de favoritisme par rapport à vos origines, au fait que l'entreprise appartenait à la famille? Mais j'avais un diplôme universitaire. Je ne pouvais pas rentrer. J'avais un diplôme universitaire, j'avais des opportunités, pas des opportunités d'être ouvrier. J'avais des opportunités d'être cadre au Canada. J'avais des opportunités pour être cadre au Canada. Je ne pouvais pas laisser des opportunités d'être cadre au Canada pour venir saisir une opportunité d'être ouvrier dans une entreprise locale. Vous parliez des horizons au Canada. Vous disiez que là-bas, il y a une trajectoire, c'est-à-dire vous commencez comme apprenti et puis vous grandissez. Il y a un profil de carrière qui est là, qui vous attend. On aurait pu également exploiter le même créneau au Cameroun. Pourquoi elle ne l'a pas fait?
J'ai dit j'étais apprenti gestionnaire. Oui. Apprenti gestionnaire, c'est pas ouvrier. Je n'étais pas ouvrier. Quand j'ai fait mes études universitaires, Oui. ben, les portes de l'emploi s'ouvraient à nous, les portes de cadre. Donc, dans mes premières fonctions, je n'étais pas ouvrier, j'étais déjà cadre dans l'entreprise dans laquelle je travaillais au Canada. Donc, je rentre au Cameroun pour être cadre, mais pas cadre supérieur. Je rentre pour être chef de division. Et il y a une différence entre chef de division. Les responsabilités ou les challenges d'un chef de division sont différents de ceux d'un directeur général. Et j'ai roulé la bourse pendant près de 6 ans comme cadre avant de monter directeur général adjoint. Alors, un apprentissage professionnel et académique au Canada avec tout ce que cela comporte, vous rentrez au Cameroun pour intégrer le marché de l'emploi camerounais à travers Tratex. Qu'est-ce que le Canada vous a humainement apporté sur le plan professionnel comme habitude, comme valeur ajoutée que vous avez intégré dans le management camerounais et que vous voudriez que cela reste comme du ciment? Le Canada m'a enseigné des valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de l'honnêteté, les valeurs de l'intégrité. Ça nous manque beaucoup au Cameroun? Oui. Les Camerounais sont aussi malhonnêtes que ça, ils ne sont pas intègres, Carlos? Non, je n'ai pas envie de cataloguer les Camerounais, mais vous m'avez demandé ce que ça m'a appris personnellement, à titre personnel. Oui. Je ne suis pas en train de me comparer aux Camerounais. Je suis Camerounais. Je dis ce que le Canada, même s'il y a des valeurs au Cameroun, mais le Canada, ces valeurs-là sont beaucoup plus ancrées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est des valeurs qui sont vraiment ancrées en eux. Vous comprenez? Vous êtes à un arrêt bus, même si vous êtes en un arrêt bus, quand le bus arrive, si vous êtes à la 10e position, vous ne pouvez pas passer à la 9e position. Ça ne se fait pas. Vous attendez votre tour d'entrée. Et si le bus s'arrête, si le bus est plein après 9 personnes et que vous êtes la 10e, vous attendez le prochain bus, même si ça vient dans 30 minutes. Il n'est pas question de vouloir jongler, essayer de passer par en avant. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est des choses que, quand je suis rentré, quand j'arrive au Cameroun, pendant que je suis en train par exemple, de conduire pour rentrer chez moi, un jour, par exemple, il y avait des embouteillages, et puis je vois des gens sortir des rangs, et puis ils sont en train d'avancer. Et puis je me dis, bon, c'est sûr que la police va les coincer devant, et puis nous qui sommes en rang sur la file, on va forcément avancer. Bizarrement, quand on arrive au carrefour devant, tous ceux qui sont sortis des rangs et qui ont faufilé, qui sont allés devant, on ne les voit pas, on ne les a pas arrêtés, donc ils ont réussi à se faufiler pour passer. Donc à la fin, tu te dis, mais pourquoi moi je dois rester dans la file? Pourquoi je dois rester dans le civisme? Vous comprenez un peu le choc que vous recevez quand vous avez intégré des valeurs de civisme, de loyauté, d'intégrité, de discipline, et que vous êtes sur une file, et vous voyez, c'est tout le monde même celui qui est devant vous, il sort de la file, il fonce, il roule sur le trottoir, il risque même de cogner une moto, et puis arrive devant, il intègre directement, il trouve un moyen d'intégrer la file et il continue. Ça, c'est choquant parce qu'on se demande, mais et nous alors? Pourquoi? Quel est l'intérêt en fait de rester sur la file alors que, je ne dis pas que je le fais, mais vous imaginez un peu, vous comprenez un peu, vous me demandez qu'est-ce que ça m'a appris. C'est ça en fait, c'est ça la différence entre ce sont les valeurs qui sont pratiquées au Canada, qui sont différentes de celles de chez nous. Est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, à l'observation du comportement des Camerounais en matière de discipline, vous êtes un frustré quotidien quand vous regardez la manière avec laquelle il y a un désordre qui se répand devant à vos yeux, vous vous dites, ça c'est très grave ça? Avant j'étais frustré, mais après je suis rentré dans le moule parce que tu ne vas pas passer ton temps à être frustré. Tu comprends, tu te tropicalises, tu comprends que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis tu arrêtes de t'en morfondre. Et en entreprise, ça peut aussi se répercuter quand vous avez inculqué un ensemble de valeurs, un mode de fonctionnement, un ensemble de procédures et de pratiques, et que les gens sont dans le camerounisme à chercher la facilité, à chercher le raccourci, et que vous voyez ça, et que c'est presque tout le monde qui se met dans cela. Comment vous, en tant que chef d'entreprise, directeur général adjoint aujourd'hui,
vous réglez ça, vous vous dites, bon, c'est des Camerounais, c'est comme ça que ça doit se passer, ou bien vous dites, écoutez, ce qui se passe dehors, c'est pour dehors ici, c'est Stratex. Effectivement, vous avez répondu. C'est ce que je leur dis. Ce qui se passe dehors, ça se passe dehors. Mais quand vous franchissez la guérite de Stratex, vous vous conformez aux valeurs. Stratex promulgue des valeurs. Stratex promulgue une certaine éthique de travail. Donc, nous tenons à ça et c'est pas facile parce qu'il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut sanctionner parfois quand il le faut. Carlos, je vous propose de prendre la première halte de cette émission et puis on se retrouve tout de suite après. D'accord. Retour dans cette deuxième partie de Les Voix de l'économie, le rendez-vous des décideurs pour comprendre l'économie et construire l'avenir, toujours avec notre invité Carlos Ndimeli, directeur général adjoint de Stratex. Alors, Carlos, c'est quoi une journée type d'un directeur général adjoint de Stratex? Il n'y a pas de journée type pour un directeur général. Un directeur général, il planifie uniquement 30% de son temps. Il n'y a que 30% de son temps qui lui appartient. Le reste du temps, c'est pour travailler avec les collaborateurs, solutionner des problèmes, tenir des réunions, penser à la stratégie de l'entreprise et s'assurer que les objectifs et la stratégie de l'entreprise sont toujours au cap. Et rendre compte également au directeur général. Bien sûr, ça fait partie justement des missions. Je suis le directeur général adjoint, j'ai un boss, j'ai un patron, donc il faut que je lui rende compte. Alors, quand on vous voit, Carlos, à votre âge, vous n'avez pas la quarantaine, est-ce que c'est évident, c'est facile d'être le directeur, le boss des personnes qui sont plus âgées que vous? J'ai 42 ans. Oui. J'avoue que dans mon équipe, j'ai des gens plus âgés. Mais je pense que ce n'est pas l'âge qui compte, en fait. C'est le sens du discernement. Vous pouvez être plus jeune, mais si vous avez du sens du discernement, si vous avez des arguments, vous pouvez manager et conduire une équipe de plus âgés que vous. Tout se passe dans la tête. Donc, je n'ai pas de problème à manager des personnes plus âgées que moi. Carlos, parlez-nous de la situation dans laquelle vous avez dû frapper le poing sur la table parce que vous sentiez de la résistance de la part de vos collaborateurs ou qu'il fallait en sacrifier certains pour aller plus loin, atteindre les objectifs. Parlez-nous de cette expérience-là. Y en a-t-il une? Oui, il y en a tous les jours. Dans la vie de manager, vous ne pouvez pas manquer ce genre de situation. Il y a quelques années, nous étions dans un projet de certification à la norme ISO 9001 et nous nous faisions accompagner par un cabinet. Il s'avère que les collaborateurs ne comprenaient pas vraiment les enjeux. Parce que là, quand on se certifie ISO 9001, on doit changer les habitudes. On doit adopter des nouvelles habitudes qui vous sont imposées en fait par la norme. Et voilà, ça n'a pas été facile parce que ça demandait un changement d'habitude, un changement de comportement. Et il est arrivé à plusieurs reprises que je puisse frapper la main sur la table pour que ça avance parce que le projet piétinait et le cabinet qui nous accompagnait était là pour un temps. Et voilà, et le temps, si on dépassait la durée d'accompagnement, il fallait payer des frais supplémentaires. C'est l'entreprise qui devait supporter les frais supplémentaires. Donc, il a fallu que je fasse des lettres d'observation et que je fasse des mises à pied pour pouvoir mettre les collaborateurs à la page. Et voilà, ça a marché. Alors, un mot sur Stratex. C'est quoi Stratex? Dans quoi est-ce que cette entreprise fait-elle exactement? Stratex, c'est une entreprise industrielle qui est spécialisée dans la fabrication des solutions plastiques pour des industries agroalimentaires, BTP, la grande distribution, l'emballage. Concrètement parlant, nous fabriquons des tuyaux PVC. S'il faut entrer dans le détail des produits que nous fabriquons, nous faisons la plomberie PVC, nous faisons les articles de ménage en plastique, des seaux, des bassines, des poubelles, nous faisons des emballages en plastique, des bidons, des bouteilles, et nous faisons des articles produits d'élevage, des caisses de transport à volaille, des mangeoires automatiques pour volailles, des abreuvoirs pour volailles. Donc, c'est une entreprise avec près de 900 références différentes. Ce n'est pas 900 références en un jour, hein, c'est 900 références sur 20 ans d'existence.
Donc, nous mettons sur le marché plus de 900 produits différents, tous en plastique. Nous faisons exclusivement des produits en plastique. Au départ, Tratex, c'était à peu près combien d'employés Stratex a commencé en 2004 avec une dizaine d'employés. Et aujourd'hui, on frôle les 250. Vous avez donc multiplié au centuple votre personnel. Cela veut dire que le chiffre d'affaires également a quadruplé ou s'est démultiplié. Quel succès on a envie de vous dire sur quel levier est-ce que vous avez dû appuyer, Tratex s'est appuyé pour pouvoir connaître ce type de réussite, de succès? Stratex s'est appuyé sur l'innovation. Vous savez, comme je vous ai dit, le plastique, c'est un produit qui se démode très facilement. Et comme nous faisons des produits pour consommation courante, pour les ménagères, elles aiment les nouveautés. Donc, les leviers sur lesquels nous sommes appuyés, c'est vraiment la diversité. La diversité en termes de produits. En 20 ans, nous avons mis sur pied près de 800 références de produits différents. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Cameroun et même en Afrique centrale qui ont cette grande diversité en termes de nombre de produits proposés, de gamme de produits mis sur le marché. Alors, dans la recherche documentaire et documentée que nous avons faite, nous avons découvert que ce qui a aussi permis l'impulsion de Tratex, c'est le crédit bail qui a boosté votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le crédit bail, c'est un mode de financement. C'est-à-dire que vous faites l'acquisition des équipes. Une institution financière vous accompagne et vous faites l'acquisition des équipements. C'était beaucoup plus les équipements de production, de l'outil de production. Vous êtes accompagné par une institution, vous faites l'acquisition des équipements et l'institution financière paye le fournisseur des équipements et vous vous remboursez à l'institution financière. Donc, pendant la durée du crédit bail, les machines ne vous appartiennent pas. Ça appartient à l'institution financière jusqu'au jour où vous terminez le remboursement. Et le mécanisme signifie que vous ne touchez pas concrètement, vous, le bénéficiaire, à l'argent. C'est-à-dire qu'on finance, on préfère acheter le matériel pour qu'on se rassure que vous ne détournez rien. Et c'est ça, c'est justement ça. C'est-à-dire que vous achetez, vous faites, vous consultez les fournisseurs d'équipements, vous tombez sur les équipements que vous voulez, vous allez voir le crédit bailleur, il vous finance, enfin, quand il vous finance, il paye, c'est lui qui paye le fabricant des équipements et les équipements arrivent chez vous. Et ils sont la propriété du crédit bailleur et non la vôtre. Quel est le chiffre d'affaires, si ce n'est pas indiscret, de Stratex aujourd'hui? Comme on est dans un environnement où la transparence est de mise pour les images de l'entreprise, c'est quoi le chiffre d'affaires de Stratex aujourd'hui? Le chiffre d'affaires, il n'est pas constant, mais aujourd'hui, il tourne autour de 3 milliards. Il tourne autour de 3 milliards. Et vous avez dit que vous avez environ 900 références. Vous avez grandi, vous êtes parti d'environ 10 employés à 250 employés. Vous avez un chiffre d'affaires intéressant, séduisant. Vous avez la confiance des financiers. Quelle est l'ambition de Stratex aujourd'hui, au-delà de tout cela? Au-delà de tout cela, l'ambition de Stratex, c'est de rester dans son créneau et de consolider sa position en tant que acteur majeur de l'industrie du plastique au Cameroun et en Afrique centrale. Ça veut dire que vous êtes en dehors du Cameroun, vous êtes dans combien d'autres pays d'Afrique centrale? Nous ne sommes pas présents physiquement, mais nous avons des clients dans ces pays-là. C'est-à-dire que nos produits se retrouvent dans ces pays, pas forcément du fait de notre expédition dans ces pays, mais on a des clients qui nous contactent et qui viennent prendre chez nous pour l'export. Et ces pays, c'est quoi? On peut avoir quelques noms? On a le Tchad, on a le Gabon et un peu de Guinée équatoriale. Alors, en décembre 2022, Carlos Dimeli, vous ajoutez une nouvelle corde à votre arc comme administrateur de Schaeffer Stutt Saving and Loan. Pourquoi ce virage vers la finance, la microfinance pour être plus précis? C'est une institution financière. Ce n'est pas vraiment un virage. Je reste industriel. Quand on est administrateur, ça ne veut pas dire qu'on a changé de métier. L'administrateur, c'est celui qui contribue à la stratégie, à l'élaboration de la stratégie d'une entreprise. Parce que l'administrateur, on est membre du conseil d'administration, mais on n'est pas aux opérations. Il y a un directeur général
à qui est confiée la mission de gérer au quotidien. Donc, je suis administrateur, donc je participe à l'élaboration de la stratégie et des directives pour le fonctionnement de l'établissement financier. Mais je reste le directeur général adjoint de Stratec. C'est ça qui m'occupe au quotidien. La fonction d'administrateur, elle n'est pas permanente. Et puis, en plus de cela, vous êtes membre de l'association Project Management. Comment vous conciliez tous ces trois occupations, DGA ici, administrateur d'une microfinance là, et puis membre d'une association. Quand vous êtes de progrès, association Progrès du Management, quand on a ces trois fonctions quand même, vous disiez que vous n'avez que 30% de votre temps pour l'entreprise. Maintenant, il y a les 30 autres pourcents que vous devez consacrer à d'autres activités au-delà de Tratex. Oui. Comment vous gérez tout cela? Le manager doit aussi se donner du temps pour du développement personnel. L'APM, c'est Association pour le progrès du management. C'est un réseau international de dirigeants d'entreprise qui réunit des entreprises et qui se réunit des entreprises à travers des clubs. Donc, au Cameroun, le club du Cameroun, on se réunit une fois par mois, autant pour moi, avec un expert qui nous entretient sur les différentes problématiques du management. Donc, c'est une fois par mois. C'est vraiment une journée par mois. C'est faisable. Et quand tout est bien organisé, on peut se prendre une journée par mois pour s'offrir pour se faire, pour discuter avec des pairs et travailler sur son développement. Carlos, cette question, quelles sont vos failles? Quelles sont vos failles? Quand on est DG, on n'est pas DGA, on est humain, on n'est pas perfectible, on est parfait, on n'est pas parfait. Derrière le DGA, derrière l'administrateur, derrière le stratège, quelles sont les faiblesses de Carlos? Je suis exigeant. Je ne sais pas si c'est une faiblesse ou c'est une faille, mais je suis exigeant, j'aime j'aime le travail bien fait. Et ça peut parfois être vu comme une faille parce que on n'est pas satisfait, on veut toujours mieux, on veut toujours plus. Donc, la perfection fait partie de mes faiblesses, je peux dire ainsi. Alors, vous parlez beaucoup de la place de l'homme dans le management. Êtes-vous un dirigeant émotionnel ou relationnel? Vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est allé chercher cette question? En consultant votre page LinkedIn et en voyant vos publications. Et vous avez des publications en relation avec le management et vous estimez que l'humain doit être au centre du management. Ça veut dire quoi concrètement du point de vue émotionnel et rationnel? Ça veut dire qu'il n'y a pas de management s'il n'y a pas des hommes. On ne peut pas manager des machines. On est d'accord. On manage des hommes. Donc, un manager doit mettre l'humain au centre de sa politique managériale. Parce que vous avez beau avoir toutes les machines du monde, vous aurez beau avoir les plus beaux bureaux du monde, mais s'il n'y a pas des hommes à manager, vous ne faites pas du management. OK? Donc, et si vous faites du management, il faut que vous puissiez manager des personnes. Et des personnes sont des âmes. Chacun a son problème. Il faut les mettre au centre parce qu'en fait, le progrès d'une entreprise, c'est le progrès d'abord. C'est avant tout le progrès. Il y a le progrès de l'entreprise, mais il y a le progrès aussi des hommes qui travaillent pour l'entreprise. Si vous ne mettez pas l'humain au centre de votre management, vous n'êtes pas sûr d'atteindre vos objectifs parce que ce sont les hommes qui travaillent. Ça veut dire concrètement que chez vous, quand même, les employés ont l'assurance santé, l'assurance maladie, ils ont tous les accompagnements sociaux dont une entreprise digne de ce nom peut se vanter? C'est pas ça forcément mettre l'humain au centre. C'est pas les avantages forcément. Je dis pas qu'on n'a pas d'avantages, mais je pense que mettre l'humain, ça va au-delà de proposer des avantages. Les avantages, c'est une chose, mais donner de la place, donner de la considération à l'humain, c'est ça qui est le plus important. Considération comment? Aidez-nous à comprendre. Considération, ça veut dire que donner l'impression à l'humain, au collaborateur, qu'il est écouté. Vous pouvez avoir un collaborateur que vous n'écoutez pas, il a beau avoir toutes les assurances qui existent, mais il part parce qu'il ne se sent pas écouté, il n'est pas assisté,
il a par exemple un malheur, vous ne l'assistez pas, c'est pas l'assurance qui va l'assister. Donc, c'est quand je parle de l'humain, c'est pouvoir humaniser la gestion, c'est pouvoir humaniser le management, c'est pouvoir donner l'impression ou alors être proche de partager avec l'employé ou le collaborateur un peu ses peines, ses joies. C'est ce genre de choses dont je parle. Mais vous avez semblé aussi éviter le côté sécurité sociale avec tout l'accompagnement, et ça dit que Tratex ne fait pas ça? Si, on le fait, j'ai pas évité. Vous m'avez demandé c'est quoi mettre l'humain, c'est quoi la question que vous avez posée, c'était de savoir comment est-ce que Vous placez l'humain au comment cœur. est-ce que je place l'humain au cœur. Oui. Oui, il y a la sécurité, ça c'est le basique, mais au-delà, moi en tant que manager, ça c'est un acquis. Voilà. Alors, Carlos, on va faire marquer la deuxième halte de cette émission et puis on revient pour la fin et la suite. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous écoutez et vous regardez Les Voix de l'économie, le magazine, le rendez-vous des décideurs pour comprendre l'économie et construire l'avenir. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission, toujours en compagnie de Carlos Ndjimeli, notre invité, notre Voix de l'économie. Carlos, merci d'avoir fait le déplacement de ce studio. Nous parlions avec vous de Tratex, vous êtes dans le plastique, vous nous avez dit que vous avez 900 références, vous accompagnez le BTP, vous êtes dans les ménages, la consommation des ménages, ainsi de suite. Mais vous savez que le plastique contribue beaucoup à la destruction de l'environnement, à la pollution. Quelle est la politique de Tratex dans ce sens pour la préservation de l'environnement? Parce que acheter le plastique, c'est bon, c'est pratique. On a notre bouteille d'eau, on a notre petite assiette, on a l'emballage de je ne sais quoi, là, et puis quand on a fini, il s'est dégradé ou bien on ne veut plus l'utiliser, on l'a jeté dans la poubelle, il se retrouve dans les lits de rivières, les caniveaux, un peu partout. Quelle est la politique de Stratex pour la préservation et la conservation de cet environnement qui devient de plus en plus pollué aujourd'hui? Alors, Stratex, nous avons une unité de recyclage de plastique locale. En interne, nous recyclons les déchets en plastique et nous travaillons avec des collecteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie du plastique est très bien structurée maintenant. Il y a des collecteurs, il y a des recycleurs, il y a des transformeurs. Nous nous classons dans la catégorie des transformeurs. Les collecteurs, c'est ceux-là qui collectent les déchets plastiques. Quand vous allez aller dans la rue, vous allez voir, il y a parfois des camions qui sont pleins de déchets en plastique. Ces déchets-là s'en vont vers des entreprises de recyclage. Il y a des entreprises qui les récupèrent, qui les trient, qui les séparent par couleur, par nature, qui les recyclent et qui les vendent aux entreprises comme nous qui sont les transformateurs. Donc, au-delà de nos propres déchets de production que nous traitons, nous travaillons avec des entreprises de recyclage qui, eux, s'occupent, parce que c'est des corps de métiers différents, qui, eux, s'occupent du recyclage et de la collecte des déchets. Donc, nous, dans notre production, nous privilégions, dans nos intrants de production, nous privilégions des matières recyclées. Ces matières recyclées-là, c'est une façon pour nous de récupérer, parce que quand on parle de recycler, et ça se paye, les matières recyclées, c'est pas gratuit. Donc, c'est une façon pour nous de réintégrer dans le processus de fabrication des déchets plastiques qui ont été récupérés dans la nature. Alors, et le Cameroun aussi le gouvernement aussi encadre très bien aussi l'activité à travers un permis environnemental qui est délivré à toutes les entreprises de fabrication des produits en plastique. Et le permis environnemental a un certain nombre d'exigences en termes de collecte, en termes de recyclage, en termes de taux d'utilisation des produits recyclés. Parmi votre philosophie, il y a gouverner autrement, c'est le cœur de cette philosophie que vous avez fait vôtre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Carlos Ndjimeli, gouverner autrement? Gouverner autrement, ça veut dire que ne pas
ne pas gouverner de manière standard. C'est-à-dire que regarder, gouverner en prenant en compte tous les autres paramètres, les ressources humaines, l'impact sur l'environnement, l'impact social des activités que nous menons. Parce qu'aujourd'hui, on va plus regarder, on ne regarde plus, on ne gouverne plus avec une vision court-termiste. On gouverne avec une vision long terme. C'est-à-dire qu'on doit regarder au-delà de ce que nous faisons, on doit voir l'impact de ce que nous faisons sur l'économie, sur l'environnement et sur le tissu social. Comment, en tant que directeur général, en tant qu'administrateur d'une microfinance et puis membre d'une association de management, du progrès du management, vous faites pour recharger vos batteries puisque vous êtes occupé toute la journée? Les week-ends, j'ai une vie sociale bien accomplie. Je suis membre de plusieurs associations. Au-delà du professionnel, j'ai une vie sociale bien accomplie. Je suis membre de plusieurs associations. Et voilà, les week-ends, on est toujours parti, soit assister à un frère qui a perdu son papa, assister à un frère ou assister à un membre de la famille, assister à un mariage, assister à des événements familiaux. C'est comme ça que nous rechargeons nos batteries. On est toujours en train de voyager. Quand vous décrivez, on a l'impression plutôt que vous vous épuisez davantage que puisque là encore, vous vous investissez dans le social, dans le sociable. Quand vous nous dites ça, on a plus l'impression que plutôt que de recharger vos batteries, vous continuez à vous épuiser, Carlos. Non, c'est pas de l'épuisement. Nous prenons ça comme du divertissement. Nous prenons ça comme du divertissement. C'est pas, quand on dit assister, c'est pas forcément des moments de tristesse. Il y a aussi des moments de joie. On est membre des associations. Quand on se retrouve entre nous, on parle de tout et de rien. On parle de nos problèmes, on rit. Et voilà quoi. On a des enfants, on s'occupe aussi d'eux. On fait aussi des sorties avec la famille. Et voilà quoi. Quel est le regard, Carlos, que vous portez sur l'entrepreneuriat camerounais? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses difficultés? Alors, l'entrepreneuriat camerounais, je pense que le Cameroun est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'opportunités entrepreneuriales au Cameroun. Moi, j'encourage beaucoup de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, il faut commencer avec une idée, mais il faut se structurer dès le départ. Il faut, dès le départ, se structurer. Savoir exactement où on va, se faire accompagner. Parce que même si on demande du financement, les financiers, ils aiment les entreprises qui savent ce qu'elles font, qui savent où elles vont et qui sont bien structurées. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas faire des affaires sans tenir compte de l'environnement économique et socio-politique du Cameroun. Comment Statex gère les questions de... Vous êtes une industrie. Oui. Comment vous gérez les questions d'énergie? Est-ce que vous êtes atteint par les questions d'énergie aujourd'hui, du déficit énergétique? Comment vous palliez ça? Moi, je dirais qu'on subit. On n'a pas de palliatif. En matière d'énergie, la source d'énergie la plus économique, c'est celle qui nous est fournie par l'opérateur local. Eneo, qui est devenu Socadel. Et malheureusement, la fourniture n'est pas constante. On a beaucoup de coupures. Vous imaginez pour une industrie qui travaille essentiellement avec de l'énergie électrique. Nous subissons. Je ne pourrais pas vous dire comment est-ce que nous pallions à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de palliatif. Le groupe électrogène, oui, mais ça vous ouvre toutes les marges. Donc, en réalité, il n'y a pas de palliatif. Nous le faisons, c'est de la résilience, et nous le faisons en espérant, en priant qu'un jour, les choses vont se rétablir, qu'on aura une fourniture permanente en énergie. À l'heure où je vous parle, depuis 2 semaines, nous avons en moyenne 8 heures de coupure par jour. C'est planifié, c'est programmé. Ça nous supra. C'est pas des coupures qui sont subites, quoi. Nous savons que de 6h à 14h, on n'aura pas d'énergie. Alors, il faut tourner parfois avec le groupe électrogène. Et Dieu sait comment c'est énergivore de tourner avec les groupes électrogènes. Il n'y a presque pas de marge, mais il faut tourner quand même. Un mot sur le climat des affaires au Cameroun, parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable d'une industrie. Le climat des affaires au Cameroun,
Nous le connaissons tous, nous sommes tous Camerounais Non, aujourd'hui. moi, je ne le connais pas, je ne suis pas entrepreneur. Aidez-nous à le connaître. Non, mais c'est pas facile. Être entrepreneur au Cameroun, c'est pas facile parce qu'on a des challenges qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'on a des challenges qui vont au-delà de ce qu'on avait planifié. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est avoir un projet, faire une promesse à un client et pouvoir la tenir. Et quand vous faites une promesse à un client, il faut que vous ayez tous les outils pour pouvoir répondre à votre promesse. Aujourd'hui, avec toutes les contingences, le blocage, la guerre entre l'Iran et les États-Unis et l'Iran, avec le blocage du détroit d'Ormuz, les matières premières n'arrivent plus. Donc, nous sommes en rupture. Ça, c'est le contexte international. C'est le contexte international, oui. Mais vous parlez du contexte camerounais. Oui. Mais au Cameroun, on n'a pas d'énergie. On n'a pas la main-d'œuvre. Je ne dirais pas la main-d'œuvre qualifiée. Moi, je suis dans le domaine de la plasturgie. Il n'y a pas d'école de formation en plasturgie au Cameroun. Donc, nous sommes obligés de prendre des personnes qui ont des backgrounds d'ingénieurs ou de généralistes et nous sommes obligés de les former dans le secteur, dans notre secteur. Nous plaidons auprès du gouvernement de pouvoir ouvrir, dans d'autres pays ça existe, en Tunisie, au Maroc, il y a des écoles spécialisées dans la plasturgie et chez nous c'est pas évident. C'est un métier, c'est un secteur pour lequel on est obligé de former les gens en interne, donc c'est pas évident. Sur le plan fiscal, vous n'avez pas de souci, parce que le climat des affaires, c'est les procédures, c'est les lourdeurs, c'est la corruption, c'est les barchiches. Chez vous, vous n'avez pas de souci à Tratex. On a des soucis. Comment ça, puisque vous n'en parlez pas? Non, je vais en parler. Vous avez peur d'en parler? Non, j'ai pas peur d'en parler. Mais dites-nous donc tout. Non, on a des contrôles fiscaux, on a la douane, on a les fiscs, on a des contrôles. Ben, je veux dire, on est arrivé à ne plus s'en plaindre. Donc, on a intégré ça. C'est pas nouveau. Est-ce que les contrôles ne sont pas normaux, Carlos, quand vous dites vous en êtes arrivé à vous plaindre? Vous contrôler, c'est quelque chose de normal. Quand on n'a rien à cacher, être contrôlé n'est pas un problème. Oui, être contrôlé, c'est pas un problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je ne m'en plains pas. Je croyais que vous vouliez nous révéler quelque chose en termes de barchiche qu'on vous impose au-delà de ce que la loi exige. Non. Vous préférez garder le silence à propos? Celui-là, je préfère garder le silence. Alors, Carlos, quelle est la place du numérique chez Stratex, le digital, aujourd'hui chez Stratex? Chez Stratex, le digital, c'est... Quand on parle de digital, il faut voir deux choses. On peut digitaliser la production, comme on peut digitaliser aussi les process. Oui. Les process, quand je parle des process, par exemple la facturation, c'est la facturation, les prospections. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec des solutions. On travaille avec une plateforme qui s'appelle Odoo, qui nous permet justement d'intégrer, de digitaliser la plupart de nos process. Quand je parle de digitaliser, ça veut dire que nous avons nos données sont intégrées dans la plateforme qui permet justement aux différents services de pouvoir avoir accès et de pouvoir facilement les utiliser. Vous avez combien de handicapés parmi vos employés, Carlos? Alors, qu'est-ce qu'on entend par handicapé? Personne vivant avec un handicap. Ça peut être un malvoyant, ça peut être quelqu'un qui a une mobilité réduite, ça peut... C'est clair, un handicap. Bon, l'handicap, en termes d'handicap, nous n'avons pas forcément des gens qui marchent sur fauteuil roulant ou qui marchent avec des béquilles. Mais on a des personnes qui sont malvoyantes. Quand je dis malvoyantes, ils peuvent avoir les deux yeux, mais ils ont des problèmes de vision. Ou par exemple, ils ont développé une maladie qui réduit la vision. Mais on en a quand même. Je n'ai pas le nombre exact, mais dans nos effectifs, nous avons... Vous n'êtes pas encore engagé dans le processus d'inclusion sociale avec le véritable handicap, Carlos. C'est ce que vous nous dites. Peut-être nous sommes engagés là-dedans sans le savoir ou de manière inconsciente. Si vous aviez un conseil aujourd'hui à donner à un jeune Camerounais qui veut bâtir une carrière solide dans
monde des affaires, ce serait lequel, Carlos? Un entrepreneur qui veut bâtir, il faut qu'il ait une idée, il faut qu'il la mûrisse, il faut qu'il la mature l'idée, il faudrait qu'il se structure. Malheureusement, la plupart des PME au Cameroun ne veulent pas se structurer. Et quand on ne se structure pas, ça freine la croissance, ça ralentit la croissance. Parce que quand vous démarrez l'entrepreneuriat, très souvent, vous avez des moyens financiers limités. Et parfois, il vous faut lever des fonds, il vous faut aller vers des institutions financières. Et les institutions financières n'aiment pas les entreprises qui ne sont pas structurées. Elles veulent voir un minimum, elles veulent voir du sérieux, et elles veulent voir qu'il y a quand même un projet derrière qui est bien structuré et que l'entreprise soit bien organisée. Carlos, vous avez 42 ans, vous êtes directeur général d'une entreprise qui pèse 3 milliards de francs CFA, qui a une bonne santé économique, vous avez 250 employés sous vous, vous avez eu un développement en Afrique, en zone CEMAC, en Afrique centrale, avec un marché assez intéressant. Est-ce qu'on peut dire que si vous n'étiez pas un fils à papa, à 42 ans, vous auriez eu la chance d'avoir ce poste? Je vous ai dit d'entendre que je pense qu'aujourd'hui, l'environnement des affaires, l'environnement entrepreneurial ne laisse pas la place au fils à papa. Ou vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. Si vous êtes bon, l'entreprise va grandir. Vous avez cité les espoirs de l'entreprise. Si on était fils à papa, c'est qu'on ne serait pas rendu où on est là aujourd'hui. En 14 ans, on aurait plutôt fait couler l'entreprise. Donc, si l'entreprise a connu tous ses progrès, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui est sérieux et qui sait où il s'en va et qui sait où est-ce qu'il est en train de porter l'entreprise. Dans l'environnement économique, ça ne rit pas. Soit vous faites bien, vous résistez, soit vous faites mal et puis vous coulez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en 14 ans, l'entreprise est en train de suivre une progression. Si elle avait à sa tête un DGA qui était fils à papa, qui était feignant, je ne pense pas qu'elle aurait connu cette progression. Alors, la concurrence ne vous fait pas peur avec le contexte international et ses pesanteurs, c'est lourd, Carlos? La concurrence, en fait, c'est... Même dans la concurrence, chacun a son marché, chacun a ses clients. Il faut savoir choisir sa cible, définir sa cible et pouvoir l'atteindre. Quand on parle de concurrence, c'est vrai, vous pouvez avoir des mastodontes qui arrivent, mais il faut vous adapter. La force d'une entreprise, c'est sa résilience, c'est sa capacité à observer les signaux forts, les tendances. Si vous constatez qu'il y a un acteur majeur qui est en train d'entrer sur le marché, ça n'est pas pour autant que vous allez sortir du marché. Vous regardez, vous l'analysez, vous voyez ses forces, vous voyez ses faiblesses et vous exploitez ces faiblesses pour vous positionner. C'est ça le jeu de la concurrence. La concurrence fait partie du marché. Dans toutes les civilisations occidentales, il n'y a jamais un seul acteur dans le marché. Il y a toujours plusieurs acteurs, mais chaque acteur trouve son compte. Donc, la concurrence ne devrait pas faire peur. C'est tout à fait normal. Ça profite d'ailleurs aux consommateurs. Et c'est bien pour l'entreprise parce que quand vous êtes dans votre zone de confort, s'il n'y a pas de concurrence, vous ne faites pas bien. C'est justement quand il y a concurrence que vous remettez en question vos pratiques et vous essayez de les optimiser pour pouvoir répondre. Et en le faisant, vous grandissez, vous adoptez des bonnes pratiques et puis vous restez en vie. Merci infiniment pour cette conversation inspirante, mais surtout authentique et pleine de sagesse, Carlos. Merci à vous, chers auditeurs et téléauditeurs. Retrouvez toutes nos interviews sur toutes nos plateformes habituelles et à très bientôt pour un nouvel épisode.